Personne d'entre nous n'est à l'abri d'une censure totale sur les réseaux sociaux sans lesquels aujourd'hui il est difficile de vivre, il est difficile d'échanger des idées, il est difficile de s'informer. Et donc il y a là effectivement des éléments qui concourent à penser, à s'inquiéter d'une mainmise définitive, totale de ces entreprises sur nos vies. Et j'ajoute que la France, en particulier, a publié et mis en œuvre au mois de décembre 3 décrets qui prévoient désormais la possibilité de ficher les gens en fonction de leurs opinions philosophiques, religieuses ou syndicales, ce qui est une première dans le droit français. Jean-Frédéric Poisson, ancien député et président du parti La Voix du Peuple, s'inquiète de la mainmise des GAFA sur nos vies. Il conteste 3 décrets français qui donnent la possibilité de ficher les gens selon leur opinion politique et leurs convictions philosophiques. Il appelle le peuple français à rester lucide et à ne pas se laisser embarquer ni étouffer. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Bienvenue à l'émission Esprit français. Merci. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Jean-Frédéric Poisson, j'ai 57 ans. Je suis ancien député à l'Assemblée nationale française et je préside le parti qui s'appelle VIA, La Voix du Peuple, et qui était autrefois le Parti chrétien-démocrate. D'accord. Et aujourd'hui, notre premier sujet, c'est la censure des Big Tech. Twitter a fermé le compte de Trump et Parler est bloqué par Google, Apple et Amazon. Est-ce que d'après vous, nous sommes vers un totalitarisme numérique? Je pense que tous les éléments sont réunis pour ça. Et je suis très inquiet de voir la rapidité avec laquelle aujourd'hui ces entreprises très puissantes qui savent tout de nous en réalité, qui ont tous les moyens de bloquer tout ce qu'elles veulent, et demain, pourquoi pas l'accès à nos comptes en banque, pourquoi pas notre capacité d'acheter, de commander à distance ou par les moyens numériques. Enfin, elles ont, ces entreprises, un pouvoir absolument exorbitant sur nos vies individuelles, et elles l'utilisent ces temps-ci. En tout cas, elles ont voulu probablement effectuer une forme de démonstration de puissance en s'attaquant au chef de l'État le plus puissant du monde, Donald Trump, ce qui est une manière de montrer que personne d'entre nous n'est à l'abri d'une censure totale sur les réseaux sociaux sans lesquels aujourd'hui il est difficile de vivre, il est difficile d'échanger des idées, il est difficile de s'informer. Et donc il y a là effectivement des éléments qui concourent à penser, à s'inquiéter d'une mainmise définitive, totale de ces entreprises sur nos vies, ce qui serait insupportable, ce qui serait un déni de droit manifeste, et je ne vois malheureusement pas de riposte particulière des États occidentaux sur cette manière de faire. Il y a quelques protestations à peine vives sur les pratiques de ces grandes entreprises, mais je suis très interrogatif sur la faiblesse, pour ne pas dire la lâcheté, de nos gouvernants devant de tels abus. Il y a un point intéressant malgré tout qui doit retenir notre attention. Il y a quelques mois, la juridiction suprême de l'Italie a condamné Facebook à rétablir des comptes d'un de ses abonnés qui avait été supprimé pour des délits d'opinion. Et la plus haute juridiction italienne a considéré que la position de quasi-monopole de Facebook lui donnait en fait des responsabilités quasiment d'entreprise publique, ou en tout cas une obligation de neutralité sur les contenus éditoriaux qu'elle diffuse. Et au fond, c'est sans doute une jurisprudence dont il faudra s'inspirer dans les pays européens en tout cas, puisque c'est une vraie dérive. Ceux qui autrefois étaient de simples hébergeurs deviennent des éditeurs de contenu, donc leur responsabilité doit évoluer en fonction. Et donc ce dont nous devons nous occuper, c'est de savoir comment traduire cette responsabilité, y compris devant éventuellement les cours de justice, et faire valoir nos libertés. Mais le contexte général, pas simplement les entreprises numériques, le contexte général est celui d'une très grande restriction des libertés à l'occasion de cette crise sanitaire, mais nous allons en reparler, je pense, dans notre entretien. Est-ce que d'après vous, c'est une action collective, coordonnée, pour bloquer la vérité? Ce qui est certain, c'est que cette crise sanitaire, d'ampleur mondiale ou internationale en tout cas,
est une occasion pour un certain nombre de personnes de faire avancer leur propre agenda. Cet agenda va très clairement dans un double sens. Premièrement, l'assise de la domination chinoise sur les marchés mondiaux, c'est déjà le cas sur un certain nombre de produits. On pense à l'approvisionnement en métaux rares, par exemple, on pense à la mainmise de l'État chinois sur un certain nombre de superficies agricoles. Je pense à l'Afrique en particulier, mais pas seulement. Et donc, petit à petit, cette extension de la Chine, qui est sous beaucoup de rapports inquiétantes, elle est favorisée par cette crise sanitaire, malheureusement, avec l'aide d'un certain nombre d'opérateurs du monde occidental, dont ces grandes entreprises que sont les GAFA. Et deuxièmement, moi, je n'ai pas d'appétence particulière pour les théories du complot, mais je constate qu'il y a des documents publics qui existent et qui montrent que le forum de Davos, comment ça s'appelle, Open Planet, je crois, le think tank de George Soros et quelques autres financiers comme Gates ou d'autres, ont un agenda, veulent instaurer une forme de gouvernance mondiale au détriment des peuples, des nations et de nos libertés. Et tout cela est l'occasion, la crise sanitaire fournit l'occasion à toutes ces personnes, toutes ces organisations, d'asseoir leur emprise sur les peuples. Et même s'ils ne sont pas exactement concertés avec ces grandes entreprises numériques, en tout cas, moi je n'en ai pas la preuve, je constate que leurs intérêts convergent, ce qui devrait suffire à nous inquiéter. En fait, toutes les censures, on voit toutes ces censures maintenant, c'est comme il n'y a plus de différence avec la Chine communiste. Est-ce qu'on peut dire déjà la démocratie aux États-Unis est morte? Je ne suis pas sûr qu'elle soit morte, elle est en crise, très probablement. Et quoi qu'il en soit, là où je rejoins parfaitement votre question, c'est qu'il n'y a pas de démocratie véritablement envisageable sans que la liberté d'expression d'abord y soit garantie, et deuxièmement, sans qu'on ait le droit de proférer la vérité qu'on souhaite. Et troisièmement, même si le relativisme ambiant n'est pas très favorable à ce que je vais évoquer maintenant, au moins que sur certains éléments, on puisse partager un certain nombre de constats et donc un certain nombre de vérités. Le fait que ceux qui sont aujourd'hui, en France par exemple, mais ça n'est pas le cas que chez nous, ceux qui sont aujourd'hui sceptiques à l'égard de la campagne de vaccination, ceux qui ne croient pas dans les bienfaits de la société multiculturelle, ceux qui considèrent que l'islam est un danger pour l'Occident, tout cela, ma foi, se voit petit à petit, ce ne sont pas les seuls, hein, mais tout cela en particulier voit petit à petit leurs moyens d'expression se réduire. Et j'ajoute que la France, en particulier, a publié et mis en œuvre au mois de décembre 3 décrets qui prévoient désormais la possibilité de ficher les gens en fonction de leurs opinions philosophiques, religieuses ou syndicales, ce qui est une première dans le droit français. Nous avons contesté ces décrets devant les juridictions françaises, nous n'avons pas obtenu satisfaction aujourd'hui, mais il me semble que là encore, petit à petit se mettent en place des choses qui ressemblent beaucoup à de la censure institutionnelle, de la censure d'État, ce qui est l'inverse effectivement, et de la possibilité de partager une vérité dans l'espace public et de la démocratie tout court. Les big tech, ils portent un masque de bienveillance. C'est-à-dire, par exemple, ils suppriment des informations en toute bonne foi. En fait, c'est-à-dire, ils veulent changer les valeurs des gens parce que c'est eux qui décident le bien et le mal. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut être très sceptique par rapport à cette manière de faire parce que ce que je constate, c'est que Twitter en particulier a mis à peine quelques heures a décidé de supprimer les comptes du président Trump, mais quelques leaders islamistes ou des terroristes patentés ou des gens qui veulent imposer l'islam, pour ne prendre que ces exemples-là, il y en a d'autres à la terre entière, eux continuent de pouvoir s'exprimer librement sur Twitter, et je ne parle pas de tous ceux qui passent leur temps à insulter ceux avec lesquels ils ne sont pas d'accord, à condamner, à menacer. Et les comptes de ces gens-là, qui sont bien plus dangereux pour la paix sociale que le président américain, tous ces comptes-là sont encore actifs. Donc en réalité, sous le masque de la bienveillance, et je partage parfaitement votre expression, se cache
la volonté d'imposer un système politique et un système de valeurs qui n'est jamais décrit, qui n'est jamais explicite, qui n'est jamais précisé. La seule chose qu'on sache de ces big tech, comme vous dites, c'est qu'elles ont des espèces de chartes de bonne conduite qui, paraît-il, devraient réguler les prises de parole sur leur réseau, mais qui ne sont jamais respectées en fait, parce qu'encore une fois, ils sélectionnent de manière extrêmement précise tous ceux qui ont le droit de s'exprimer sur leur réseau et ceux qui n'ont pas le droit. Malheureusement, cette sélection est faite au nom de principes politiques et de valeurs qui ne sont jamais exprimés, et on aimerait bien comprendre quelle est la vision du monde de ces entreprises, puisque précisément elles en ont une. Et il serait la moindre des choses qu'elles expriment cette vision du monde pour savoir si nous la partageons ou si nous ne la partageons pas. Est-ce que la plupart des censures sont ciblées pour les conservateurs? C'est ce qu'on voit ces jours-ci, en tout cas certainement. Parce que, encore une fois, ces jours-ci, c'est spectaculaire. D'abord, la communication qui a été faite autour de l'intrusion d'un certain nombre d'Américains au sein du Capitole il y a quelques jours a été présentée comme, alors on a tout employé, coup d'État, un certain nombre d'observateurs français ont parlé de la nuit de cristal. La nuit de cristal, pour ceux qui se rappellent un peu, c'est en Autriche, et c'est une espèce d'extermination sanglante de tous les opposants aux sympathisants du Troisième Reich. Ça n'a rien à voir. C'est condamnable certainement, et toute violence de toute façon doit être condamnée, mais enfin on est loin d'avoir fait vaciller l'État américain qui n'a pas tremblé sur ses bases avec cette intrusion. Mais toute la rhétorique qui a été mise en œuvre en réalité a servi à justifier ensuite le fait que tous ces gens représentaient un danger mondial, et donc on s'évertue à faire en sorte que ce danger disparaisse au moins des réseaux sociaux. Mais c'est une mise en scène qui est relayée depuis longtemps par les responsables politiques, y compris occidentaux. Vous comprenez, lorsque le président français, Emmanuel Macron, explique à la terre entière qu'il est la seule alternative au populisme, au fascisme des années 30 qui est de retour. Enfin, c'est pareil, on est dans une forme de théâtralisation totale de la chose publique, qui rejoint d'ailleurs très bien la préoccupation de ces grandes entreprises du big tech et du système de valeurs qu'elles veulent imposer. Donc les big tech ne sont pas les seuls à vouloir imposer cette manière de voir. Malheureusement, elles ont des relais très influents à des postes clés dans le monde occidental d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous devrons vraiment craindre pour nos libertés. Donc, vous êtes candidat conservateur pour l'élection présidentielle 2022. Oui. Et quelles valeurs défendez-vous? Des valeurs très simples. Je crois que des choses auxquelles énormément de Français sont attachés, et d'ailleurs pas que les Français. La première idée que la dignité humaine est un principe essentiel, est une valeur absolument fondamentale des organisations sociales, et chaque fois qu'on l'oublie, on court à notre propre malheur, et il y a bien des manières de l'oublier, en attentant à la vie humaine dans son principe, ou en considérant les êtres humains comme des marchandises, ou en niant leur liberté. Tout ça sont des atteintes à la dignité. Je défends des valeurs d'enracinement. Je crois que le multiculturalisme ne fait de bien à personne, et d'ailleurs, si l'on veut s'en convaincre, il n'est que de regarder l'état de la société américaine aujourd'hui, où on a défendu à toute force une conception multiculturelle de l'organisation sociale et de l'État, et on voit où nous en sommes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'un modèle occidental blanc exclusif doit s'imposer. Ça veut dire que les sociétés occidentales fonctionnent sur un système, un mode de vie, un mode d'existence, un principe institutionnel, une organisation politique et sociale qui ne peut pas être remise en danger par des apports extérieurs ou des pratiques déviantes. Je pense par exemple que la domination du commerce sur toute autre forme de relation sociale est un grave danger pour les relations entre les personnes. La domination, la tyrannie de l'argent, c'est ce qu'on est en train de voir ces temps-ci. Je pense que le fait d'ignorer que la famille est une cellule essentielle d'organisation de la vie sociale et du bonheur des gens, à chaque fois qu'on la fragilise, on fragilise la société tout entière. Je pense que ne pas reconnaître la dignité des travailleurs, au-delà simplement de leur donner un contrat de travail et un salaire, là encore, c'est quelque chose qui esquinte les sociétés. Donc vous voyez, toutes ces choses qui sont la vie quotidienne en définitive, et par-dessus tout, la souveraineté des peuples, la volonté que les États reprennent leur destin en main et l'indépendance nationale. Je pense que si je devais dire une seule chose de mon projet présidentiel, je dirais que ma volonté est de redonner aux Français la liberté de peser sur leur destin et donc de requérir leur indépendance nationale. Et le gouvernement Trump, il considère la Chine communiste comme une menace, pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier.
Et quelle est votre position sur la Chine communiste? J'aime bien la Chine, mais pas quand elle veut s'occuper de mes affaires. Et j'aime bien les Chinois, mais pas quand ils veulent diriger le monde. Je constate, comme tout le monde, que la position de la Chine dans beaucoup de domaines de la vie internationale aujourd'hui est devenue dominante. Ça ne peut pas se faire, ni au détriment du bien-être et de l'intérêt des autres peuples, ni en les espionnant, ni en leur volant leurs ressources, ni en les mettant sous tutelle, ni en imposant leur modèle. Et encore une fois, je suis allé en Chine il y a quelques années, j'y suis allé une seule fois, j'y ai passé une douzaine de jours, j'ai été émerveillé par l'ingéniosité, la capacité de travail et l'énergie de ce peuple qui fait mon admiration encore aujourd'hui, et ça a beaucoup dû changer depuis encore. Néanmoins, je pense que je n'ai aucune appétence, aucune espèce de désir de vivre sous le régime du crédit social qu'un certain nombre de responsables du Parti communiste chinois ont inventé. Cette espèce d'idée qu'on pourrait évaluer les individus en fonction de leur utilité et de leur participation passive au projet politique global, ça c'est une idée qui est parfaitement étrangère, par nature si j'ose dire, à l'Occident, est parfaitement étrangère aux Français et parfaitement étrangère à moi en particulier. Donc il y a là quelque chose comme un affrontement de modèles politiques et commerciaux qui est en train de prendre forme, et je pense que beaucoup d'ennuis du gouvernement Trump s'expliquent par le fait que il est peut-être celui de tous les présidents américains, celui qui a voulu le plus résister à cette emprise chinoise, et je précise bien du Parti communiste chinois. Je ne sais pas ce que pense le peuple chinois de tout ça, mais cette emprise du Parti communiste chinois et de l'État chinois actuel sur les relations mondiales, Donald Trump l'a beaucoup combattu, il l'a fait savoir, et je suis persuadé que ça fait partie des raisons pour lesquelles il est dans l'état où il est aujourd'hui. Mm-hmm. Et comment vous pensez justement pour Huawei qui va implanter sa première usine 5G hors de Chine en France, en Alsace? Quel est le risque? Quels sont les risques pour la France? Le risque est le même. Comme à chaque fois que l'État chinois implante une entreprise en Europe, elle l'avait déjà fait à l'aéroport de Toulouse, en achetant des locaux qui sont tout près des instances de recherche et de l'entreprise Airbus qui est implantée tout près de l'aéroport de Blagnac. Elle s'implante à Haguenau, comme par hasard, tout près d'unités du renseignement de l'armée française qui sont très importantes pour notre sécurité. Et moi, je n'ai aucune espèce de confiance dans l'installation de gens qui sont des rivaux, qui se définissent comme tels, qui n'ont aucune espèce de bienveillance à l'égard des Européens et des Français. Et quand j'entends que l'État français s'apprête à donner l'autorisation d'implanter une entreprise qui est une espèce de cheval de Troie, sur la thématique de la 5G, qui là encore n'est pas n'importe quelle dimension. C'est pas comme de fabriquer des pâtes ou des chaussures. Tout le monde comprend bien que la 5G, il y a des dimensions qui touchent à nos libertés fondamentales qui sont bien plus importantes que n'importe quel autre produit de consommation. Il y a donc un risque très clair que les Chinois qui s'implantent dans cette usine en Alsace, près de Haguenau, ne viennent alimenter le Parti communiste et l'État chinois en informations sensibles qui sont traitées par l'armée française à quelques kilomètres de là. Si ça n'avait été que moi, je n'aurais pas donné cette autorisation. De la même manière que, au Parlement, à l'époque, il y a 5 ans, je m'étais bagarré contre la vente de l'aéroport de Toulouse aux investisseurs chinois pour des raisons exactement identiques. Je ne conteste pas le droit de la Chine à faire du commerce en France, je conteste le droit de l'État chinois à surveiller les Français en implantant des équipements industriels. Mm-hmm. En fait, entre l'Europe et la Chine, ils viennent de conclure un accord d'investissement. Est-ce que, d'après vous, est-ce que les dirigeants européens sont vraiment naïfs vis-à-vis de la promesse de la Chine, ou il y a d'autres raisons? La naïveté pourrait suffire à expliquer le fait que cet accord soit en discussion. Il n'est pas signé encore. Il y a un accord de principe. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup trop. Le Parlement européen devra se prononcer. La Commission devra le ratifier. Donc le processus n'est pas encore fini. On en est même loin. Les protestations très vagues de la Commission européenne sur le travail forcé, la question des Ouïghours, des minorités musulmanes en Chine, n'empêcheront, je crois, pas la signature.
J'espère que la Commission européenne et les gouvernements européens n'imaginent pas une seconde qu'ils vont forcer la main de l'État chinois pour modifier ce qui est une habitude séculaire en Chine, c'est-à-dire le fait que tous ceux qui travaillent ne sont pas forcément payés pour travailler. Ça n'est pas d'hier, ça pour le coup. Dans ce grand pays, ça ne va pas changer simplement parce que la Commission européenne va leur demander, même poliment, et même au titre d'un accord commercial, ça ne changera pas. Donc effectivement, oui, ils sont naïfs. Deuxièmement, je pense qu'il y a malgré tout cette idée folle que ce sont les relations commerciales, leur installation durable et leur amélioration qui permettent de faire évoluer durablement les régimes politiques. C'est cette idée très libérale que là où le commerce s'installe, les relations entre les personnes s'améliorent et les États s'améliorent et le sort des populations s'améliore. Ça ne résiste pas une seconde à l'analyse historique. Ça a pu marcher en Occident, et encore, il faudrait regarder de plus près, où effectivement le progrès social et politique, en tout cas ce qu'il est convenu d'appeler de cette façon, a progressé au fur et à mesure que la liberté de commercer s'installait. On peut faire cette lecture historique. Bon. Mais le capitalisme est installé depuis très longtemps dans les pays communistes. Et la Chine est sans doute le premier pays capitaliste du monde, si on veut bien considérer que la puissance financière, la capacité d'investissement, l'innovation, etc., sont des choses qui en Chine sont extrêmement vives, très vivaces, très énergiques, et encore une fois, ça justifie l'admiration que les autres peuples du monde peuvent avoir à l'égard des Chinois, qu'ils font d'ailleurs sous une certaine forme de contrainte, il faut tout de même le reconnaître, et pas dans la liberté qu'en Occident nous connaissons, c'est peu de le dire. Mais rien ne permet de démontrer qu'en dehors d'un contexte culturel qui est celui de l'Europe occidentale et des civilisations qui en sont nées, en dehors de ce contexte très judéo-chrétien, pour dire les choses rapidement, il n'y a pas de démonstration nulle part qui est faite entre l'essor du commerce et l'essor et l'amélioration du sort des peuples. Je pense que cette erreur-là est celle de nos dirigeants. D'ailleurs, ils ont pensé la même chose quand ils ont construit l'Europe. Et ils ont dit, c'est le commerce qui fera la paix. Non, c'est l'éducation des peuples qui fait la paix, c'est pas le commerce. Et le commerce est une conséquence de cette éducation. Et lorsque on a essayé de convaincre, c'était la fameuse ambition du groupe qui s'appelait autrefois la Trilatérale, c'était une espèce de Bilderberg avant la lettre, un rassemblement de très très puissants opérateurs commerciaux et financiers du monde entier. Ils avaient ce projet de conquérir la Russie par le capitalisme. La Russie ne s'est pas libérée par le capitalisme, elle s'est libérée parce que les Russes n'en pouvaient plus et que le communisme était devenu insupportable, d'ailleurs comme les pays de l'Europe de l'Est. Donc le commerce est une conséquence, ça n'est pas la cause. Autrement dit, l'erreur qu'ils font est une erreur historique, c'est une erreur politique. Ils l'ont faite en Europe, ils l'ont faite en Europe de l'Est, ils continuent de la faire en Chine, ils n'ont rien compris, et donc en plus d'être naïfs, ils sont ignorants, ce qui est bien plus grave, peut-être, que quand on est un responsable politique de haut niveau. En fait, l'Europe a toujours une attitude assez ambiguë vis-à-vis de la Chine communiste, c'est-à-dire il veut, on peut dire, danser avec le loup et gagner l'argent en même temps. L'Europe est dans une position ambiguë parce que elle considère qu'elle est dans une position de dépendance, ce qui est à la fois vrai et pas vrai. Les investissements des Européens en Chine et les investissements de la Chine en Europe sont à peu près équivalents. On est entre 120 et 130 milliards des deux côtés, peut-être un peu plus. Il y a peut-être un peu plus d'ailleurs, même d'investissements européens en Chine que d'investissements chinois dans toute l'Europe. 100 milliards sur le PIB, le produit intérieur brut de la totalité des pays de l'Union européenne, pardon, c'est pas grand-chose. Ça n'est pas grand-chose. Je ne sais pas quelle est la balance exacte du commerce extérieur entre l'Europe et la Chine, et je ne sais pas à quel point l'Europe a besoin du marché chinois pour se développer. Je suis sûr en tout cas que l'État chinois a besoin d'être présent sur le marché européen pour bien sûr vendre ses produits et nourrir sa population, mais pour asseoir également sa domination et assurer sa surveillance. Ça, j'en suis certain. Donc le lien de dépendance n'est pas dans le sens qu'on croit. Il y a tout à fait moyen. Nous avons tous les savoir-faire en Europe, absolument toutes les technologies. Nous maîtrisons l'intégralité des technologies existantes sur la surface du globe. Nous aurions parfaitement les moyens de dire, eh bien, écoutez, ça ne nous plaît pas, on se retire. Et puis, un point, c'est tout. On ne le fait pas parce que on considère que on doit faire plaisir. On fait d'ailleurs exactement la même chose avec les pays du Moyen-Orient, dans des circonstances un peu différentes. Je parle des monarchies pétrolières du Golfe, à qui nous refusons
avec qui, nous refusons d'avoir le minimum de clarté diplomatique, politique et éthique par rapport à la question de la conquête de l'islam, parce que ces pays nous achètent des armes et qu'on leur achète du pétrole. Ce fait-là, cette dépendance-là, nous oblige à une espèce de discours très conciliant, un peu lâche en réalité par rapport à des États à l'égard desquels il faudrait être beaucoup plus ferme. Mais malheureusement, nous n'avons pas la densité, le courage des hommes politiques qu'il nous faudrait pour traiter ce genre de situation. Et, en fait, Trump, il défend les valeurs traditionnelles. Oui. Et, or que, en fait, tous ses supporters, c'est-à-dire il y a des députés, sénateurs ou des personnes simples qui soutiennent Trump, sont menacés et expulsés. Et quel est votre sentiment sur ça? C'est exactement la société dans laquelle je n'ai pas envie de vivre. Vous comprenez, moi je suis un philosophe de formation, j'aime la confrontation d'idées, j'aime les débats, j'aime comprendre ce que mon opposant ou celui qui n'est pas d'accord avec moi a envie de défendre, je respecte l'idée qu'il défend parce que l'échange et le débat avec lui m'intéressent, et je ne peux pas imaginer de vivre dans une société dans laquelle un certain nombre d'opinions seraient interdites, ou dans lesquelles on n'aurait pas le droit de se présenter à une élection parce qu'on penserait de travers. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est exactement pas, encore une fois, ni la culture occidentale, ni la culture française, ni la culture qui est la mienne. C'est complètement étranger à notre façon de concevoir et le débat public et la vie en société. C'est donc scandaleux, purement et simplement. Je ne sais pas ce qui arrivera à ces personnes, je ne sais pas quel est leur sort, je ne sais pas ce qu'elles deviendront, mais j'espère que là où elles sont, quelqu'un ira les défendre devant les juridictions compétentes pour faire établir leurs droits, parce que c'est insupportable d'imaginer que dans des pays dits modernes, on puisse être sanctionné parce qu'on ne pense pas comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire penser comme il faut? Ça n'a pas de sens. C'est pas bon. Alors oui, ça peut vouloir dire que, on est d'accord avec la pensée dominante ou la pensée de ceux qui dirigent et qui veulent nous mettre d'une certaine façon sous cloche. Mais encore une fois, ça n'est pas supportable. Est-ce que vous avez senti, nous sommes dans un monde à l'envers, les mensonges prévalent et la vérité est difficile à répandre? J'ai toujours considéré que un mensonge qui était facile à énoncer avait davantage de postérité qu'une vérité qui est forcément complexe, parce que la vérité est forcément complexe. Ou plutôt la plupart des vérités du monde contemporain sont complexes à faire comprendre. Elles nécessitent de la nuance, du temps, de la pédagogie. Le mensonge peut s'asséner très directement et de manière brutale, sans que ça gêne personne, en particulier pas celui qui le prononce, puisque par définition, celui qui ment n'a rien à faire de la vérité. Ce qui est plus grave encore que le mensonge, ce sont les accusations ou les condamnations, qui sont une forme de mensonge. Je parle de la calomnie ici, c'est-à-dire cette faculté qu'ont un certain nombre d'opérateurs, que ce soit des personnes ou des organisations, de ficher les gens, de les ranger par catégorie, de les enfermer dans ce qu'ils pensent être l'expression du mal ou de l'enfer. C'est bien plus grave, bien plus délétère pour les relations sociales qu'un certain nombre d'actes violents. Il y a une forme de violence et de brutalité qui est extrêmement dangereuse pour la vie en société dans ces pratiques-là. Et nous avons, en tout cas ça fait partie des missions que je considère avoir, nous avons la responsabilité de continuer à dire un certain nombre de vérités, même quand elles dérangent, même quand elles sont peu partagées, même quand elles ont l'air d'être minoritaires, en tout cas dans l'espace public, mais à l'expérience, je sais que beaucoup de personnes les partagent. Et en tout cas, je suis heureux de pouvoir continuer à les dire parce que, même si tous ceux qui dirigent n'ont pas l'air d'être d'accord et si ça vaut à celui qui dit la vérité des condamnations ou des mises à l'écart, en tout cas, le soutien populaire sur ces choses-là est très important, ce qu'a exactement montré l'élection du président américain il y a quelques semaines. Et vous vous êtes converti au catholicisme? Oui. En cours de philosophie. Oui, je vois que vous êtes bien renseigné. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est un peu mystérieux, vous savez, tous les convertis vous diront ça. Je n'étais pas spécialement croyant, même pas du tout. J'étais néanmoins intéressé à la littérature et à la poésie. Et sans le savoir, sans doute, j'étais certainement en recherche, comme on dit. Et puis, un beau matin quelques jours après mes 19 ans,
j'ai eu le sentiment, plus qu'un sentiment, c'est même pas une conviction, c'est encore autre chose. Ancré dans le fond du cœur, cette certitude que j'étais aimé par Dieu. Et voilà, ça a changé ma vie. Et depuis ce temps-là, je ne peux plus vivre sans. Qu'est-ce qui a changé de votre vie? Ah, tout. Mes amis, ma manière de vivre, l'orientation que j'ai donnée à mes études, ma vision de la société sans doute aussi, une façon de voir les relations avec d'autres, avec les autres personnes, un rapport à la vérité aussi qui du coup s'est installé dans ma vie. J'ai fait des études de philosophie après ça, c'est évidemment pas par hasard. Et puis la volonté aussi de faire partager au plus grand nombre possible de personnes ce que j'avais moi-même découvert, et la volonté d'essayer d'aider ceux d'entre nous qui sont les plus faibles et les plus fragiles, c'est-à-dire ceux dont personne ne s'occupe ou auxquels on ne pense pas spontanément. Voilà ce à quoi j'ai consacré ma vie depuis à peu près 40 ans maintenant. Est-ce que, d'après vous, évolution de la société, c'est-à-dire vers il y a une chute de moralité. Est-ce que, d'après vous, la chute de la moralité est liée aussi à l'influence de la pensée communiste, comme il est basé sur le matérialisme? Ah, alors, le communisme est une pensée matérialiste, certainement, mais ça n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres formes de matérialisme, dont le marxisme et tous ses dérivés sont évidemment la forme la plus répandue aujourd'hui, sans doute, ou la plus influente. Donc, je crois que ce qu'il y a de plus dans le communisme par rapport aux autres formes de ce matérialisme, c'est la subversion, c'est-à-dire c'est la volonté par le mensonge. Le communisme est un matérialisme mensonger et conquérant. Ce sont deux de ces caractéristiques que les autres doctrines matérialistes ne connaissent pas forcément. Et donc, sous ce rapport, oui, probablement que ce matérialisme traduit dans l'organisation politique, sous la forme de la subversion et de la révolution, oui, certainement que ça contribue beaucoup à faire le malheur des gens aujourd'hui. Est-ce que la France est vers le chemin du communisme? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, alors, si on entend par communisme, très précisément, grosso modo, se comporter les régimes qui se sont prévalus de cette idéologie, et ceux qui en vivent encore, c'est-à-dire un mélange de collectivisme, de pouvoir autoritaire pour ne pas dire dictatorial, avec une restriction de liberté extrêmement puissante. Je ne pense pas que les Français, de leur plein gré, aillent vers ça. On pourrait se retrouver dans un régime qui serait, au fond, assez comparable à ce que connaît le peuple chinois aujourd'hui, c'est-à-dire une apparente liberté de travailler et de consommer, mais avec une telle réduction des facultés de déplacement, d'information, même d'initiative personnelle dans une large mesure, qu'en réalité, on peut très bien imaginer un capitalisme très moderne que la Chine a inventé en réalité, qui est à la fois un croisement d'un État extrêmement fort et dictatorial d'un côté, avec une très 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 forte capacité capitalistique et financière de l'autre côté, mais sans partage. Sans véritablement d'équilibre social dans la répartition des richesses, sans que le pouvoir soit intéressé au bonheur de son peuple, etc., etc. Enfin, tout ça est très éloigné de ce que nous connaissons. Cette forme de communisme-là, si nous n'y prenons garde, elle pourrait s'installer progressivement à l'européenne. Donc, ça veut dire qu'il y aura évidemment des différences avec ce que connaissent les Chinois aujourd'hui, mais à défaut d'entrer petit à petit, ou d'aller vers petit à petit un régime proprement communiste, en tout cas, si nous n'y prenons garde, nous entrons dans une ère de restriction de liberté, y compris de liberté d'expression, de liberté de l'information, de liberté éditoriale, c'est ce qu'on voit avec les big tech aujourd'hui, et demain, je ne sais pas quoi d'autre. Et aujourd'hui, en France, nous ne pouvons pas circuler après 20 heures, nous ne pouvons pas tenir de réunions politiques, nous ne pouvons pas tenir de réunions publiques, on ne peut même peut-être pas se voir en famille. Enfin, il faut se rendre compte quand même de la chape de plomb qui pèse maintenant sur nos vies individuelles. Ça ne pourra pas durer très longtemps. Je pense qu'il y a dans le peuple français des capacités de révolte qui sont en sommeil et qui un jour se réveilleront. Malheureusement, la France ne sait pas faire de réformes tranquilles. Nous faisons des révolutions à peu près tous les 30 ans, tous les 40 ans. Le peuple français s'énerve.
il met tout par terre et puis il recommence. Il recommence pas tout à fait à zéro, mais on aime bien nous balayer les choses. On est assez latin sous ce rapport et pas très anglo-saxon. Je souhaite vivement que le peuple français se réveille vite maintenant. Donc, vous croyez en la force du peuple français? Je crois dans la force du peuple en général. Et je crois dans la force du peuple français parce que notre pays a maintenant 1500 ans d'expérience, un peu plus de 1500 ans d'expérience politique. Nous avons connu des périodes extrêmement difficiles, mais la France est un grand pays. Et nous avons beaucoup de raisons d'être fiers d'être ses fils. Et je ne connais pas de contre-exemple dans l'histoire de crise majeure, grave, dont elle ne se soit pas relevée. Et cette crise-là actuelle ne fera pas exception à la règle. Un jour, le peuple français se réveillera. Quand? Je ne sais pas. Mon ambition, c'est de participer à ce réveil. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les peuples qui ne veulent pas céder à la censure? Je souhaite à tous et chacun le courage qu'il faut, la lucidité qu'il faut, l'esprit de résistance qu'il faut pour ne pas se laisser embarquer ni étouffer par ceux qui veulent nous faire taire. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire taire, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Nous avons confiance, nous, dans la liberté, donc il faut que nous usions de cette liberté. Il y a un auteur irlandais qui disait « La seule chose nécessaire au triomphe du mal est l'inertie des gens de bien ». Donc je souhaite que personne ne soit gagné par l'inertie et que nous trouvions tous l'énergie qu'il faut pour nous bagarrer contre ceux qui nous veulent du mal. Okay. Merci beaucoup, M. Poisson. Merci à vous. Okay. Et bonne année. Bonne année, vraiment merci.